Un certain général disait: vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. Ah, ce n'est plus l'Orient qui est compliqué aujourd'hui, c'est le monde qui est compliqué. Vous avez vu, hein, tout est chamboulé. Les, tout est en train de bouger avec les technostructures, les plaques qui bougent, mais à une allure incroyable, depuis qu'un certain Donald J. Trump et un non moins certain Elon Musk se sont emparés du pouvoir temporairement, mais en tout cas ils sont là en Amérique, depuis qu'un certain Poutine, lui c'est beaucoup plus ancien, gère la Russie, depuis que les BRICS sont arrivés, et oui, la dialectique peut casser les BRICS étant tous ces pays dits anciennement du tiers-monde, du Brésil à l'Inde et de la Chine à l'Afrique du Sud, tout est en train de bouger, et on va essayer aujourd'hui, vous voyez, en pleine tourmente actuelle, d'essayer de décrypter ça. Et pour cela, eh bien, écoutez, on a, je dirais, une chercheuse de haut vol, Caroline Galacteros. Caroline Galacteros est géopolitologue, elle est docteur en sciences politiques, elle est spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques, elle est directeur de Planeting et présidente du think tank Géopragma. Et puis, vous devez tous y aller, je vous dis, c'est presque un devoir national et en tout cas civique, d'aller sur sa chaîne YouTube Paix et Guerre. Elle a inversé Dostoïevski, mais après tout, c'est son droit le plus strict. C'est Tolstoï ou Dostoïevski d'ailleurs, voilà. Voilà ce que c'est quand on ne révise pas ses classiques, c'est Tolstoï. Alors, Caroline Galacteros, vraiment, moi, mon parcours m'intéresse beaucoup parce que vous devenez en 2004 colonel de réserve de l'armée française. Qu'est-ce qui vous a amené vers le militaire? Ça m'intéresse. Beaucoup de choses, en fait. Depuis la fin de mes études, j'ai eu la chance de... Vous avez fait des études de quoi, d'ailleurs? Racontez-nous, parce que c'est important, Alors, la j'ai fait formation. des études littéraires, Ouais, d'histoire, en fait. J'ai fait des classes préparatoires pour l'école normale supérieure, que j'ai ouais. raté. J'ai raté le concours. Bon, Personne ça n'est arrive, parfait. voilà. Puis j'ai fait une maîtrise d'histoire, un troisième cycle, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui un master 2 de sciences politiques en relations internationales, une maîtrise de sciences politiques aussi avant. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir entrer dans les services du Premier ministre Mhm. comme Qui à analyste. l'époque? Ah ben, je n'étais pas politique puisque c'était un service au service du Premier ministre. J'ai commencé avec Bérégovoy et j'ai fini en 2001 avec Guy Jospin. D'accord. Voilà, et entre-temps, il y a eu Donc vous étiez dans Balladur les et services du Juppé. Premier ministre, vous occupant de quoi alors? J'étais, pour faire simple, Madame Yougoslavie, c'est-à-dire j'étais en charge de D'accord. tout ce qui concernait le conflit dans les Balkans. Donc vous avez vécu 1999, Ah oui, oui, le de très près, bombardement de la de très Yougoslavie. près. De très J'ai près. tout vécu Bon, de très on en près. parlera, ça, parce que c'est intéressant. Ouais, Parce ouais. que c'est quand même le prélude. Personne n'en parle ou très peu. Mais c'est le Absolument. prélude à ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas depuis 3 ans. Hein, on est C'est bien un d'accord. précédent qu'on s'empresse d'oublier, Oui, tout à mais fait. c'est un précédent qui rend assez comique les objurgations de nos dirigeants sur le thème « Ah mais non, mais regardez, la Russie ou d'autres pays d'ailleurs font des choses en violation du droit international, etc. » On a commencé bien avant, nous. Alors je Bien rappelle, avant. mais oui, c'est en faisant une incidence, Voilà. c'est très bien les incidences. Moi j'adore danser l'incidence, c'est une des danses que je préfère. 99, il faut rappeler que l'OTAN a bombardé la Yougoslavie sans l'aval de l'ONU. Parce qu'on dit Absolument. toujours, attendez, ça ne se fait Non, pas. absolument, Alors, en ouais. autosaisine. Donc l'OTAN, qui est soi-disant une organisation défensive, n'a jamais été attaquée par la Serbie. Et cette autosaisie de la nécessité prétendument urgente d'aller bombarder et détruire la Serbie au prétexte que la Serbie, dans sa province du sud, du Kosovo, Kosovo, ouais. opprimait ce qui était devenu la majorité albanaise de la province. De En fait, Kosovo. on a détaché d'autorité c'est une violation flagrante du droit international. On a fait la guerre, on a cassé la Serbie, qui était le dernier État de la Yougoslavie encore récalcitrant au nouvel ordre qui s'imposait depuis la fin de la guerre froide, unipolaire. On a pris le Kosovo, on en a fait un petit État indépendant, alors que c'est totalement... vous voyez, Ouais. bon, ça n'a
absolument aucune légalité internationale véritable, à supposer que ça ait une légitimité. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas reconnu le Kosovo, Absolument. d'ailleurs. Et on a fait ça avec l'OTAN, ce qui était une manière déjà de préparer ce qu'on préparait depuis, puisque moi j'ai assisté à tout ça en direct pendant 10 ans quand même, on préparait l'élargissement de l'Alliance, la première vague qui était d'ailleurs de 1999. Alors c'est très intéressant parce que je rappelle, et j'ai eu le temps, paix à son âme, de déjeuner avec Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères au moment de l'effondrement de l'URSS, Ouais. au moment du mur de Berlin, etc., qui m'avait dit, et pas seulement à moi, et avait raconté qu'en 90, la Russie avait accepté la réunification de l'Allemagne à condition que l'OTAN n'aille pas à l'Est. Mais bien sûr. C'était Mais bien ça. c'était le deal, c'était le deal. c'était l'accord, dont on a les minutes, hein, parce que on l'a pas écrit, mais Ouais. on a les minutes, Ouais. on a les discours, Parce que sous on a tout prétexte ce que qui a ça n'a été pas dit. été écrit et signé, ils disent « Ah non, non, c'est pas vrai. » Not an inch eastward. Donc l'Alliance Atlantique Pas, ne devait pas un centimètre, pas un centimètre à à l'Est. l'est. Ouais. Bon. Donc on a fait évidemment tout l'inverse, on Mhm. s'est assis sur ce qu'on avait pu dire, sur ce que James Baker à l'époque avait pu dire. Gorbatchev s'est prêté au jeu, mais Gorbatchev était un homme assez faible en fait, et assez naïf même. Et puis derrière, il y a eu Yeltsin qui a été un président extrêmement complaisant, c'est pour dire le moins, vis-à-vis des États-Unis en fait. Ouais, une certaine dose d'alcool rend un peu complaisant, peut-être, non? Ça, je ne sais pas si on peut imputer à son alcoolisme sa complaisance, mais en tout cas, voilà, Non. ça a été cette décennie noire dont la Russie s'est relevée à partir du moment Oui. où ce qui restait de structures à peu près opérationnelles et vigilantes dans ce pays, c'est-à-dire le KGB, il faut bien le dire, a compris que tout allait s'écrouler et qu'ils allaient se faire piller et qu'il fallait réagir. Oui, il fallait c'est là démembrer qu'ils la ont Russie. sécrété. Ouais. C'est là où Poutine est sorti, Voilà. etc. Voilà. Alors, je continue, mais on va reparler de tout ça. Donc, donc l'armée. Alors, quel rôle a joué dans votre l'armée? Alors, l'endroit où je travaillais, le secrétariat général de la Défense nationale, Oui. était un gros organisme qui faisait beaucoup de choses différentes, qui avait une grande direction de l'évaluation et de la documentation stratégique, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Donc, à Matignon, ça. Non, c'était dans les Invalides. Ah, dans les Invalides. Mais c'était pardon, au service de Matignon. Au service de Matignon, d'accord. Et donc, qui était essentiellement composé d'officiers qui étaient détachés au SGDN, et aussi de quelques civils, très peu de femmes, hein, on était une poignée. Et j'étais évidemment la plus jeune, puisque j'ai eu la chance, c'était assez lourd au début de remplacer un homme qui était en fait un colonel, alors que moi je venais de finir mes études. Donc j'ai fait un espèce d'apprentissage et de plongée accélérée, si vous voulez, en eau profonde. Et donc j'ai beaucoup travaillé, forcément, dans mes fonctions, avec les armées, pour elles aussi, sur le théâtre de la Bosnie, bien sûr, oui, de la Bosnie, oui, bien sûr. où j'allais quand même assez souvent. Et voilà, j'étais à la fois je travaillais avec eux, à la fois j'étais protégée par eux. Enfin bref, je travaillais dans ce milieu et que j'aimais beaucoup. Et donc j'ai ensuite quitté, fin 2001. Et puis 2 ans plus tard, on est venu me chercher, me demander si je voulais pas entrer dans la réserve opérationnelle des armées. Et on m'a attribué à ce moment-là un grade. Donc je suis un colonel un peu particulier quand même. Je n'ai pas rampé dans la boue. Je serais plutôt de l'ordre des officiers d'état-major. Pas fait la guerre au sens non, terrain, j'ai été sur un théâtre de guerre très très actif, on va dire. Mais je n'ai pas qui était la Yougoslavie. Voilà. Et donc on est venu me chercher au départ pour aider à la formation des généraux français qui partaient en opération, essentiellement, puisque j'avais vu, parce que la décennie 90, c'est une décennie très importante pour l'évolution de l'emploi des forces, si vous voulez, parce que c'est la fin de la guerre froide, et donc tout change. Et l'environnement opérationnel de la force militaire change. Et notamment parce qu'il y a des acteurs non militaires, c'est le début des ONG, c'est le début des... Il faut traiter avec tout un tas d'acteurs civils
D'ailleurs, c'est là que sont nées les affaires civilo-militaires, c'est là que sont nées plein de choses. Et donc, moi, comme j'avais vu tout ça quand même par le menu et sur des années, voilà, on pensait que je pouvais aider à ça. Puis après, j'ai eu d'autres fonctions d'analyse, d'expertise et de professeur à l'école de guerre. Voilà. Alors justement, donc vous êtes resté dans cette atmosphère, enfin, dans l'armée. Alors juste, que veut dire exactement réserve opérationnelle? Alors, Parce que vous êtes toujours aujourd'hui en réserve, un colonel de réserve ou pas? oui, Ouais. oui. On m'a pas dit que je ne l'étais plus. En revanche, en 2022, on m'a expliqué que je n'avais plus d'affectation, que c'était la fin de mon contrat. Donc parce que il y a une. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a plus qu'une seule réserve, si j'ai bien compris. D'accord. Mais à mon époque, il y en avait deux. Il y avait la réserve citoyenne où n'importe qui peut entrer sans n'avoir rien à faire, parce qu'en fait... Même s'il n'est pas de l'armée, même s'il n'est pas... Surtout s'il n'est pas de l'armée. Surtout, oui, d'accord. Ce qu'on appelait la réserve citoyenne, ce qui est un moyen d'attirer des forces de la société civile D'accord. au service éventuel des armées en tant que de besoin, en temps de guerre, en temps de crise. Vous voyez, des gens qui travaillent dans la communication, dans la recherche, dont on peut avoir besoin. Donc ceux-là, ils entrent dans la réserve opérationnelle, dans la réserve citoyenne. Oui. Et puis la réserve opérationnelle, c'est celle, j'allais dire, qui bosse. C'est-à-dire que là, vous êtes affecté, on vous met à tel endroit pour faire telle chose pendant tant de jours, pendant tant d'années. Voilà. D'accord. Donc vous avez intégré cette réserve opérationnelle. Et j'ai eu 4 ou 5 affectations différentes pendant 20 ans finalement. Oui, c'est ça. Parce que j'ai intégré en 2004 et j'ai arrêté en 2022. Ouais, c'est ça. 18 ans. Et ça vous a donné, alors justement avec Caroline Galacteros, par rapport à d'autres personnes, je parle de la société civile qui font de la géopolitique, qui se spécialisent là-dedans, qu'est-ce que vous a donné, quel a été l'apport de cette espèce de présence avec la militaire, de cette pratique que vous avez eue? Qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que vous retirez de cela? Pour moi, c'est un ancrage, bien sûr, dans le réel, et j'allais dire dans la densité, dans la gravité, en fait, dans la compréhension de la gravité de ce que signifie la guerre. Et on voit bien depuis 3 ans que beaucoup de gens qui se mêlent d'avoir leur avis, de le donner, de le crier, de le hurler, de le relayer autant qu'ils peuvent, en fait, manquent cruellement de cette appréhension concrète de ce que veut dire la guerre. C'est-à-dire quand vous parlez d'ailleurs avec des officiers, moi j'ai fait ça beaucoup, à part ceux qu'on a sur nos plateaux, hein, mais qui sont quand même une espèce à part. À part les généraux de plateau. Voilà. À part cela, les autres ont quand même conscience, ils savent ce que c'est que la guerre, ce que ça veut dire, non pas de la déclarer, mais en tout cas de la mener, ce qu'on y risque, ce que l'on peut apporter, Enfin voilà, c'est tout un travail en fait de... Vous voulez dire que le rapport avec le réel n'est pas du tout le même que ceux qui sont à 25 000 km ou même 2500 km et qui ne voient pas... Évidemment, et qui ont une légèreté dans l'appréhension des choses. À ce propos, juste, fascinante. je refais une incidente, mais elle est liée. Nous regardons depuis, pour ne parler que de la guerre Russie-Ukraine, ne parler que de ça, depuis donc 3 ans, puisque ça va faire, c'est très simple, le 22, ça fera 3 ans, la semaine prochaine, lundi prochain, voilà. Donc nous sommes diffusés dimanche sur Tocsin, et nous avons 3 ans, presque jour pour jour, l'invasion de... Et quand vous regardez, parce qu'ils arrivent de regarder, quand vous regardez tous ces généraux, ces experts, ces colonels, on ne les nommera pas, parce qu'il y en aurait beaucoup, et puis c'est pas la peine, mais qui, depuis 2 ans, ont un narratif tout à fait hallucinant sur ce qui se passe, et quand des fragments de réalité leur sautent à la tête, ou nous sautent à la tête, on a l'impression... Ouh là là, va des rétros, Satanas, on ne veut pas le voir. Comment vous expliquez ça, quand même? Qu'on soit dans ce narratif-là, ça fait 2 ans, et que ça continue, pratiquement. Moi, j'ai beaucoup de mal, pour tout vous dire, à supporter tant de légèreté, justement, de la part d'officiers. Voilà, d'officiers supérieurs. Oui, ce sont des généraux. Voilà, alors ils n'ont pas tous fait la guerre. Hein. Non, certes. Ils n'ont pas tous fait la guerre, mais quand même. Voilà. Je veux dire,
Ils ont appris à raisonner. Ils ont appris à réfléchir, ils ont appris à anticiper, ils ont appris à analyser, ils ont fait aussi des choses que j'ai appris à faire, si vous voulez. Ils sont quand même théoriquement ancrés dans l'analyse, le tri, la sélection, la Oui. mise en perspective des Ils ont faits. fait l'école de guerre, enfin, ils ont fait les choses, Bon, quoi. voilà. Donc, Ouais. donc arriver à ce, comment dirais-je, j'allais dire assez masculé, mais c'est pas le terme, non, je vais pas dire ça, non, c'est un peu Non, dur. on dira pas Mais ça, enfin, on dira en tout pas cas, ça, à s'interdire, en fait, de réfléchir et à virer complètement sur un mode dogmatique, sur un mode idéologique, sur le mode de qu'est-ce que ma rédaction a envie, quelle est la ligne éditoriale, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois dire pour me faire Vous bien pensez voir? que c'est ça? Ah ben, je pense qu'il y a beaucoup C'est de vraiment ça. Non, mais je veux dire, Après, Oui, il y a des réflexes, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont jamais compris que la guerre froide était finie. Hein. Il y en a plein quand même. Hein. Et il y en a plein Ah dans bon? les armées aussi. Ouais, d'accord. Voilà, les anti-soviétiques primitifs, il y en a beaucoup. Hein. C'est pavlovien, si j'ose dire. Ouais. Donc ceux-là, ils sortent pas de leur schéma de pensée, ils les répliquent. Et quand ils trouvent des chambres d'écho comme celles qu'on leur a fournies sur certains canaux mainstream, n'est-ce pas, français et ailleurs, mais en France quand même, ça a été particulièrement, je trouve, Intéressant. lourd. Eh bien, ils sont contents. Et puis après, bah, il y a la gamelle. Hein, Enfin, la gamelle, elle n'est il pas... y a la gamelle. Vous ouais. savez, les militaires ne sont pas, roulent pas Certes. sur l'or. Non, mais la gamelle Donc, n'est pas hallucinante, quand même. Je ne crois pas. Enfin, je ne sais Oui, pas. mais bon. Mais quand même, oui, c'est toujours sinon, bon à si vous voulez, il y prendre. a un moment où quand même, on devrait se dire non, mais qu'est-ce que je raconte en fait depuis Non, 6 mois, surtout un quand an, on dit 18 mois, l'inverse total de ce que la réalité nous apporte. voilà. Même des gens qui ne Donc, connaissent rien à la guerre, qui n'ont jamais fait, entendent tel ou tel en train de dire « mais ça y est, Poutine est mort, rappelez-vous le moment extraordinaire de l'insurrection, enfin entre guillemets, de Prigojine et de Wagner, où on disait « ça y est, Prigojine fonce sur Moscou, il va prendre le pouvoir », enfin, etc. Enfin, Bon, alors bah, après, il y a un niveau d'ignorance quand même très lourd. Hein, mais comment c'est-à-dire... ça se fait? Mais pas de la part de Non, ces mais gens-là. d'ignorance, si vous voulez, si vous sélectionnez, et c'est même le cas, et ça je le sais, Ouais. dans certaines parties des organismes d'analyse, y compris des armées et même de nos services. C'est-à-dire qu'il y a un tel réflexe de, non pas de servilité, mais si vous voulez, de conformisme, Mhm. qui fait qu'en fait, on se plie. Vous savez, moi, je me souviens très bien, à la fin des années 90, là où je travaillais, Ouais. il y avait des très hauts responsables de cet organisme qui étaient déjà, et ça a donné d'ailleurs notre soutien à 1999 et au bombardement, Le hein, bombardement on n'était pas les de derniers la là-dedans, Serbie, etc. oui. voilà. Mhm. Il y avait quand même un certain nombre de gens qui en fait voyaient ce conflit déjà sous un angle complètement idéologique. Mhm. C'est-à-dire, voilà, c'est la Serbie, c'est la dernière scorie de l'Est, là. Il faut s'en débarrasser, faut s'en là, c'est pas débarrasser. possible, ils sont toujours vivants, comment c'est possible? Bon, Mhm. donc, et ces gens-là, ils faisaient ce qu'on appelle le tri vertical. C'est-à-dire C'est-à-dire que, bon, nous, on faisait de l'analyse, des notes, des rapports, bon. Eh ben, quand il y a une information qui arrive et qu'elle ne correspond vraiment pas à ce qu'on veut ouais. dire, Au narratif. voilà, qu'on- au qu'on narratif, préférait, voilà, c'était le Ouais. début des narratifs, Oui. n'est-ce pas? Ce Ouais. truc sauvage là qui nous Ouais. pollue tout. Ah bah oui. Eh bien, classement vertical, c'est-à-dire qu'on avait tous des broyeuses, Ah, n'est-ce pas? poubelle. Donc l'information Vous voulez dire, disparaissait. si vous ne Moi, j'ai eu corres- un chef comme ça. Ah ouais. Vous ne correspondez pas à mon idée de la réalité, à ce que je vois, donc ça vaut rien. Le réel, non, le réel Le disparaît. réel. Ah oui. Il n'y a pas de Après, réel. il y le a- réel. Ben non, Ouais. j'ai pas l'info. Ah bon, mais d'où, mais quoi, voilà. Il n'y a pas de Donc, discussion. Mais non, mais ça, c'est les problèmes aussi des fonctionnements technocratiques des grands organismes. C'est-à-dire que, vous savez bien qu'entre l'Indien, enfin, ce qu'on appelle l'Indien, c'est-à-dire le rédacteur, qui fait le boulot d'analyse, de réflexion, de rédaction initiale, etc., Mhm. et puis le chef N+5, mettons, Ouais. qui va porter ça au président de la République ou au Premier ministre, ou N+10 éventuellement, Ouais. il y a une déperdition. Il s'est passé la même chose pour les attentats de septembre 2001. Hein. Il y a une déperdition d'informations, il y a une ouverture combinée de plein de parapluies, n'est-ce pas? Intéressant.
où tout le monde se couvre, se dit oula, oula, mais non, mais on peut pas dire ça, mais on peut pas dire ça, mais on peut pas dire ça. Donc on euphémise tout, on euphémise tout, voilà, on rend les choses fades, comestibles. En fait, on amène du sous-vide, aseptisé, banalisé, voilà. Et donc, la personne qui doit décider, le responsable... Eh ben, elle n'a pas la bonne info. D'accord. À la fin des fins. Et c'est, vous voulez dire, c'était Il y a vraiment... une politisation, il y a une idéologisation. Regardez ce que fait aujourd'hui Tulsi Gabbard, qui vient d'être nommé DNA, donc en fait coordonnateur de tout l'appareil de renseignement intelligence, américain. De renseignement, oui. Elle est chargée d'arriver à informer Trump de manière sérieuse. OK ? Donc on ne raconte pas qu'il y a 80 000 morts ukrainiens au bout de 3 ans de conflit. Ça, c'est pas possible. Hein ? Voilà. On doit donner les bons chiffres au président. Parce que sinon, on ne peut pas s'étonner qu'il fasse des déclarations complètement folles et du coup qu'il soit mis en position de faiblesse. Et donc, Caroline Galacteros, ce que vous décrivez là, qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire, on n'amène même pas le poulet déplumé, mais complètement désossé avec rien, décharné complet. Oui. Vous voulez dire, c'était un système, C'est une culture, c'est quoi ? C'est pas un système. Alors, ça peut être poussé à l'état de système quand on veut vraiment mentir de haut en bas d'une chaîne et que ça doit tenir comme ça. Mais c'est arrivé, ça arrive. Mais bien sûr que ça arrive. Et aux États-Unis, ça arrive. C'est tout le problème du Deep State. Mais c'est surtout une... comment dirais-je ? C'est une tendance naturelle. C'est-à-dire que celui du bas... il prend les risques, si vous voulez, il prend le sujet, il essaie de le traiter, il essaie de comprendre, il n'est pas en train de décider pour son pays quelque chose. Il fournit. Oui, il fournit l'information, il essaie de la donner au plus. Au-dessus, tous les autres, ils ont leurs petits intérêts, ils ont leurs petits machins, ils ont leurs petites promotions, ils ont leur petite carrière, ils ont leur flagornerie naturelle, ils ont ci, ils ont ça, ils veulent plaire, déplaire, bon, bref. Donc, ils se couvrent. En fait, tout le monde se couvre. Il se couvre, oui, monsieur. Ah, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai. gros sujet de la réforme de l'État, de la réforme des services, de la réforme de notre diplomatie, de la réforme des analystes. Je crois que c'est un sujet fondamental parce qu'il n'y a pas que l'armée et les militaires. Hein. Il y a tout. Bien sûr, bien sûr. Et c'est en fait, oui, c'est ça. Il faut absolument que je mette une espèce de... Voilà, de toile et que je ne déplaise pas. Parce que ma carrière. On veut plaire au prince. Et alors, est-ce que, pour arriver justement à ce qui se passe aujourd'hui, notamment Russie-Ukraine, mais tout le reste, est-ce que vous avez vu, vous, alors, Caroline, 20 ans donc de pratique autour du Premier ministre, mais sur la défense, est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on entend des bruits de bottes et des bruits de guerre, oui, nous allons envoyer des troupes, et en même temps, des gens qui vous disent, moi je vous parle, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas ce qui se passe, je suis tout à fait huron à la matière militaire, mais, enfin, je connais autant que connaissent certaines gens, mais qui vous disent, attendez, nous, par exemple, je prends un exemple, on dit, oui, mais nous, s'il n'y a pas les Américains qui fournissent certaines pièces détachées, on en a pour 3 jours. Comment distinguer, quand ce qu'on vous dit, le vrai du faux ? C'est tout l'hiatus, c'est-à-dire il y a une réalité militaire de la France, par exemple. Oui. Donc effectivement, le format de notre armée, son dimensionnement, ses moyens, tous ses équipements, ses effectifs, enfin bon, tout ça fait que, d'abord, nous avons été, à partir de la fin de la guerre froide, plutôt, il y a eu la professionnalisation de l'armée française, il y a eu la fin du service militaire, et donc on a transformé notre armée en une armée très efficace, mais pour des projections. Pour des projections sur des théâtres extérieurs, mais courtes. Style Mali, style Barkhane, plutôt corps expéditionnaire, si vous voulez, d'élite. Bon, ok. Donc ça, on sait faire. Dès qu'on dure trop, on sait moins faire. Et puis surtout, on est face à des adversaires qui sont pas du tout à un niveau de parité. Bon. Bien sûr. Là, maintenant, on entre effectivement, et c'est de notre faute, parce que nous avons voulu tout ce qui s'est passé. Et tant qu'on n'admettra pas ça, on ne fera pas de progrès. Alors on entre, oui, dans quelle phase ? Quand on dit on va mettre 20 000 hommes en Ukraine face à la Russie, alors déjà 20 000 hommes, c'est 60 000 hommes. Parce que quand vous mettez 20 000 hommes sur un théâtre, il y en a 20 000 qui sont en train de se reposer,
hein, et de se remettre en état pour Bien sûr. repartir. Et il y en a 20 000 qui vont prendre votre relève. Voilà. Donc il faut 60 000 pour 20 000, voilà. c'est ça. Voilà. Si vous regardez la taille de l'armée de terre française, déjà, vous avez tout compris, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Bon. Ensuite, nous n'avons pas, effectivement, les stocks de munitions. Nous n'avons pas... Enfin, nous ne sommes absolument pas dimensionnés pour nous opposer, même avec d'autres pays européens, durablement, à un État comme la Russie qui s'est mis dans un mode de guerre, d'économie de guerre en grande partie, Ouais. de résilience, d'autarcie, d'autonomie, d'indépendance, de supériorité technologique. Je suis désolée, et ce qui vient de se passer à Riyad, c'est aussi ça qui vient de se passer à Riyad. C'est la reconnaissance par les États-Unis que là, pour l'instant, ce n'était pas le moment de continuer d'affronter. à faire semblant de tenir la dragée haute aux Russes. D'ailleurs, il n'avait même pas envie d'affronter. Il n'a absolument pas envie, mais il a compris que c'était pas... Mais je reviens à ça. pas jouable. Aujourd'hui, Caroline Galacteros, s'il y a quelqu'un qui connaît ça, c'est vous. Entre autres, si par exemple, moi, président de la République, je dis, écoutez, je suis prêt à envoyer des troupes françaises, quand même, l'Ukraine, nous avons un danger existentiel. Quel danger ? Et puis, non, puisqu'il est question, enfin, nous entendons des voix qui disent Poutine, après, attendez, l'Ukraine, c'est que le début, après, il va envahir l'Europe, etc. Non, mais avant de parler de ça et des idéologies ou des délires idéologiques, l'armée française aujourd'hui, dans une guerre, peut tenir comment, quoi ? Dans l'état actuel des choses, les choses étant ce qu'elles sont, comme disait un certain général. On peut, au sein de l'OTAN, on a la qualification de force de premier niveau, on peut faire une entrée en premier, on peut faire tout un tas de choses. Mais la question, là, on vient de se rendre compte que quand même, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre d'attrition, c'est une guerre lente, c'est une guerre où derrière, il faut avoir un appareil économique et financier et une résilience sociétale, culturelle, etc. Nous n'avons pas tout ça. Bon, et ensuite, il y a une question de format. Enfin, en Ukraine, aujourd'hui, il y a plus de 600 000 soldats russes dédiés à cette opération militaire spéciale, à cette guerre. 600 000 actuellement. Oui, peut-être plus, parce que mes chiffres ont déjà quelques semaines. Donc, Donc, je veux dire, on joue pas dans la même cour. Ouais. Alors après, l'histoire de la Russie qui veut se jeter qui veut prendre toute l'Ukraine, bon, ça c'est typiquement un narratif. Ça permet, et j'espère que ça va être utile maintenant, en fait, de dire, finalement, avec cet accord, si on y arrive, parce que ça va être compliqué, oui, bien sûr. Si on y arrive, fini. On a sauvé l'Ukraine, puisqu'en fait, elle devait être prise tout entière. C'est pratique, vous voyez. Vous commencez par raconter n'importe quoi, puis après vous dites, regardez, on s'est arrêté juste à temps, grâce à nous, ouf, heureusement, il reste 80% de l'Ukraine. Bon, voilà. La menace existentielle russe sur l'Europe, je pense que on se vante, à mon avis, parce que quel intérêt ? Quel est l'intérêt ? On peut se poser la question, effectivement. Franchement, voilà. Après, il est clair, et les Russes l'ont dit, si vous continuez à nous pousser, si vous continuez à nourrir cette guerre, et ils l'ont dit, et Maria Zakharova l'a dit il y a 2 jours. La porte-parole de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, a répondu en fait quasiment, pas en live, mais enfin le lendemain, aux déclarations d'Emmanuel Macron qui avait recommencé à dire on est prêt à mettre des troupes avec les Anglais. Et puis qu'après est revenue en arrière en disant oui, enfin non, on les mettra en zone de sécurité, etc. Elle a dit de toute façon, nous c'est clair, on l'a déjà dit, redit, on vous le redit si c'est encore nécessaire. S'il y a des soldats officiels, parce qu'il y en a d'autres, et des soldats de pays européens, et en l'espèce français, sur le sol ukrainien, ce sont pour nous des co-belligérants, des ennemis à abattre, des cibles légitimes. Voilà. Oui, ça a été assez clair. Et Trump est en train de mettre les choses au clair. Il l'a dit, si les Européens veulent poursuivre la guerre en Ukraine, mais qu'ils la poursuivent, mais tout seuls. Oui, nous, il n'y aura pas un soldat américain. Pas de soldat américain, pas d'article 5 de l'OTAN, donc on ne volera pas au secours de forces européennes éventuellement mises en danger, etc. Pas d'Ukraine dans l'OTAN. Enfin bon, il a dit des choses sans équivoque. Très clair.
Voilà. Et justement, est-ce que tout ce qu'on vit aujourd'hui et qu'on vit depuis quelques années, est-ce que ça ne témoigne pas aussi, au-delà de la guerre, Caroline Galacteros, une espèce de... C'est ça qui me frappe, d'ailleurs on l'a connu avec le Covid, peut-être le réchauffement climatique, enfin plusieurs domaines. Qu'est-ce que ça vous dit, cette espèce d'obstination, cette espèce de enfoncement, j'allais dire, dans quelque chose qui dit il n'y a que notre narratif qui compte, il y a ce qu'on dit qui compte, puisque nous sommes le camp du bien et de la raison, passe à vous, bande de gueux qui ne connaissez rien, et donc le réel, le réel, vous savez, c'était Guy Debord, l'un des grands situationnistes, qui disait « Dans un monde inversé, le vrai n'est plus qu'un moment du faux ». Oui, c'est ça. Et Oui, mais tout à fait. on a l'impression que c'est ça, Tout à quoi. fait. Mais Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce stade-là? C'est quand même assez étonnant, c'est... à votre avis. C'est la déroute progressive de plus en plus dramatique et qui est aujourd'hui devenue une impasse du camp occidental qui en fait voit que précisément le réel est récalcitrant. Donc pendant longtemps, et c'est ça que Trump est en train, dans une manœuvre très intelligente, d'essayer de renverser au profit de tous les Occidentaux. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte. Je crois qu'ils n'en rendent pas compte, mais c'est intéressant de le dire, oui. Enfin, certains. Jusqu'à présent, l'idée, c'est que les Européens... D'abord, c'est le globalisme. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, dilution des États européens, affaiblissement de l'Europe, consenti. Mort des frontières, disparition des frontières. Mort des nations, mort des souverainetés, tout ça, c'est du flan, ça sert à rien. C'est bon, voilà. Et en France, on n'est pas les derniers à avoir enfourché cette monture-là. Mais on l'a fait en réponse, en écho, en obéissant à des injonctions, bien sûr, d'outre-Atlantique, de la tête de pont globaliste qui est quand même à Washington, qui était à Washington. Bien sûr. Sauf que ça n'a pas produit du tout l'effet attendu. Voilà. Et que donc, le pôle occidental s'est trouvé de plus en plus en décalage, en décalage et en défaut par rapport à la résistance, en fait, de à peu près tout le reste de la planète, hein, qui n'a plus envie juste de passer sous les fourches caudines occidentales, et qui désormais, je parle des BRICS, mais pas seulement. Mais pas seulement, oui, bien sûr. Qui a désormais une alternative, parce que tant que la Russie était faible, et c'est ça le plus grand succès de Vladimir Poutine, à mon avis, c'est qu'il a démontré, et je le dis depuis longtemps, mais je le redis, il a démontré qu'il était possible de défaire l'Empire. Voilà. En tout cas, de le maintenir, de le contenir et de le mettre en échec d'une certaine manière. Complètement, complètement. Et il a trouvé un allié, évidemment, dans le chinois, si j'ose dire. Oui. Et puis d'autres. Et puis maintenant, ça fait école. Ça fait recette. Ouais, ce qui est très intéressant, et on va revenir à l'Occident, c'est que vous rappelez, vous savez ça au moins aussi bien que moi, qu'en 2005 ou en 2007, Poutine était prêt à rejoindre l'Union européenne. Mais bien sûr, était prêt même à rejoindre l'OTAN. Il y a eu des discours avant 2007. Mais la relation Russie-Europe et Russie-Occident, en tout cas jusqu'à ce jour, est celle d'un grand dépit amoureux. Mais oui, moi j'avais écrit un article à l'époque, je l'avais appelé comme ça. Le dépit amoureux. Oui, enfin, je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais il y a cette notion. C'est-à-dire, c'est vraiment... Je viens vous voir et vous ne voulez pas de moi. Oui, c'est un peu ça. Vous me rejetez. Bon, donc au début, je continue, et il a fait énormément de gestes. Il les a fait au moment de 2001, il les a fait pendant longtemps. Vis-à-vis des Européens aussi, il a proposé tout un tas de choses, il a voulu même, il a dit pourquoi pas rentrer dans l'OTAN. Et on lui a dit ta gueule, et on lui a dit dégage. Oui, voilà, tu n'es qu'un... tu n'es qu'un plouc ex-soviétique. Oui, voilà. Bon, tout ça, c'est pas vrai, c'est faux. Bon, donc là, on est en train de prendre une leçon, une raclée, en fait. Voilà, une grosse raclée. Et là où Trump
joue de main de maître, c'est qu'il fait de nécessité vertu, finalement. Et à Riyad, c'est ce qui s'est passé. Clairement, ça a duré moins de 5 heures. Je pense que les Américains ont pris une leçon. C'est-à-dire que là, les Russes leur ont dit les choses telles qu'elles sont. Voilà où on en est, voilà ce qu'on veut, voilà ce... Vous n'avez pas le choix. De toute façon, militairement, c'est clair. Il y a un surclassement technologique à l'heure actuelle russe. Bon. Réel. Bah oui, réel. Oui. Ouais. Ah bah les armes hypersoniques russes, les Oreshnik, on n'a pas l'équivalent. Hein. Nous, évidemment pas, mais eux non plus, les Américains. Mais les Américains non plus. Voilà. Donc, ça va venir, ça va changer, ça va bouger. Bien sûr. Mais pour l'instant, il y a un état de fait qui est que c'est perdu, c'est planté. Et en plus, les Américains n'avaient plus peut-être envie de dépenser des centaines de milliards. Absolument, pour rien. Voilà. Pourquoi ? Pour rien. La Russie ne va pas disparaître. Elle ne sera pas pillée, elle ne sera pas démembrée. Ça, c'est les délires des Britanniques qui ont largement fait école et les délires des Bolton, des Pompeo et de tous ces fous néocons qui ne vivent que par la guerre parce que ça leur rapporte tellement et qui sont ravis de la mener partout. Hein, voilà. Bien sûr. Et la Russie, c'est le joyau de la couronne, la Russie. Hein. Elle a tout, elle est énorme, elle est immense, elle est riche. C'était Brzezinski et tout l'évangile néoconservateur. Ouais, donc, il y a une espèce de... Il y a nécessité, faire de nécessité vertu, donc dire, on arrête les frais, on va essayer de trouver les moyens de régler cette question, mais on va en régler d'autres. Il a parlé d'un accord sur les armements stratégiques, donc, en fait, sur la dissuasion nucléaire. Sur le nucléaire, oui, c'est ça. Parce que les Russes ont fait la démonstration il y a quelques mois avec le Oreshnik. Il y a maintenant une dissuasion de niveau de portée stratégique non nucléaire. Oui, on n'a même plus besoin du nucléaire pour... non, à cause de la vitesse, à cause de... Voilà. Donc là, Trump, il a dit, bon, c'est bon, on a assez de têtes, à nous deux, on va peut-être faire autre chose, etc. Ensuite, je pense qu'il y a toute l'affaire moyen-orientale qui est très liée à ce qui va se passer. Il dit on a autre chose à faire et puis on a à s'occuper de la Chine en plus. À s'occuper de la Chine, à faire en sorte, à mon avis, de ne pas faire la guerre à l'Iran, donc de faire en sorte qu'Israël n'aille pas trop loin, etc. Et que Riyad ait intérêt aussi à s'entendre. Enfin bref, il y a tout on le soigne en plus, Mohamed Ben Salman, c'est normal. On le soigne. Et puis, il y a bien sûr l'aspect financier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même tout ça. Et effectivement, là, les Américains sont sur le thème, what's in it for me, quoi. Ça va en rapporter combien qu'est-ce que je peux prendre encore à l'Ukraine Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il parle à Zelensky. C'est très intéressant, j'écoutais comme quelqu'un à qui il a loué un appartement en disant, mais attendez, mes gages, alors tu rembourses quoi ? Regarde, je t'ai donné gratuitement une suite magnifique dans un palace formidable, et t'en as fait quoi ? Et maintenant, je veux mon retour sur investissement. C'est fou. Oui, mais c'est un peu ça. Donc, et là, je pense que Zelensky devrait faire très attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et aux actions en apparence désespérées, parce que s'il s'imagine qu'il va faire du chantage à Donald Trump... je pense que ça va pas durer longtemps. Alors Caroline, maintenant nous allons parler de notre cher et doux continent, l'Europe, parce que qu'est-ce qui s'est passé en Europe pendant tout ce temps-là ? Alors vous avez parlé, c'est passé en Europe, effectivement en 99, et vous étiez aux premières loges, ce qui s'est passé en Yougoslavie avec le Kosovo et la Serbie, mais personne n'en a tenu aucun compte, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ça revient en boomerang, dans une autre ordre d'idée. Mais auparavant, je vais vous montrer quelque chose que vous connaissez déjà, mais voilà, alors la scène se passe donc, c'est un dialogue téléphonique entre Macron et Poutine, et Macron a laissé les opérateurs et les caméramans de France 2 avec ses conseillers. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit, moi je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот.
Voilà, c'était un dialogue donc entre Macron et Poutine, ce qui est intéressant. Un dialogue à ce niveau quand même, il ne devrait pas être sous les caméras et les preneurs de son. Et là, il y a les attachés diplomatiques ou de communication de Macron qui sont là. Tout le monde se marre, voilà, il pouffe. Et il dit alors, mais c'est quoi tes juristes, lui Macron, tu sais pas que les minorités, etc. Voilà, l'Europe en tout cas, on parle d'Europe et de la France, voilà, quelques jours avant le 23 février 2022, voilà, il se passait ça. Voilà où on en est. Et ça explique beaucoup de choses. Ça, c'est extrait effectivement d'un documentaire autorisé par l'Élysée, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Le Président, l'Europe et la guerre. Qui avait lieu, oui, sur France 2, qui avait lieu juste avant le scrutin, ou juste avant le scrutin présidentiel. Enfin, c'était dans le cadre de la campagne, où notre président, devenu président après, a sans doute cherché à se mettre en scène de manière favorable pour des raisons politiciennes internes, à passer pour un homme à poigne, n'est-ce pas ? N'a jamais demandé l'autorisation du Kremlin d'enregistrer le président russe en direct. Ils ne l'ont pas demandé, non, non. Ouais. Je pense que ce jour-là, la faute. Je pense que ce jour-là, l'image d'Emmanuel Macron aux yeux de Vladimir Poutine s'est dégradée définitivement. Voilà. Vous pensez que ça jouait ce rôle-là, oui, à ce moment-là. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons ? Bon, donc ça, premièrement. Deuxièmement, quand on voit les petites, je sais pas qui c'est, là, les conseillères, là, mais enfin, c'était la même chose avec le Sherpa, c'était la même chose, qui considèrent, qui rigolent, Enfin, c'est affligeant. Et alors, sur le fond, je suis désolée, mais Vladimir Poutine rappelle tout de même qu'effectivement, le gouvernement de Kiev est issu d'un coup d'État. Tout à fait. Voilà. Et on se rappelle Maïdan 2014, voilà. etc. Et quand tu as donné des leçons de droit à Vladimir Poutine, qui est un homme qui a fait son droit, déjà, premièrement, qui, deuxièmement, est un légaliste, mais alors au petit point. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous... Alors, on me dira, mais non, il a envahi l'Ukraine, c'est pas légal, etc. Oui, mais en tout cas, chacune de ces décisions au cours de ce conflit et d'une manière générale est toujours inscrite dans le respect soit des principes internationaux, soit des lois russes. Enfin, il ne fait rien comme ça. Il ne fait rien. Il a quand même envahi un pays, Gaoline. Il a répondu... Non, il a répondu... Il a répondu à l'appel des populations du Donbass qui étaient en train de commencer à être soumises à une offensive qui, elle, a démarré le 16, dont personne ne parle jamais. Voilà, offensive. C'est vrai qu'il y avait une gros de l'armée ukrainienne qui allait vers le Donbass. Évidemment. Et qui voulait, donc, évidemment, on fait commencer la guerre le 24, le jour où les forces russes franchissent. Oui, très bien. Et à ce moment-là, les républiques indépendantistes de Lugansk et de Donetsk ne sont pas dans la Fédération de Russie. Donc, de ce point de vue-là, oui, il est entré dans les frontières officielles de l'Ukraine. Et pour rattacher quand même à la Fédération de Russie. Mais c'est comme quand on explique que l'intégrité territoriale... Si vous voulez, la charte de l'ONU, c'est pas un truc à géométrie variable. Dans la charte de l'ONU, il y a plusieurs principes fondamentaux. Il y a bien sûr le respect de l'intégrité territoriale, la souveraineté, etc. Le fait que les frontières ne peuvent pas être violées, l'inviolabilité des frontières. Mais il y a aussi autre chose qui s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et à partir du moment où, au sein d'un État, en l'espèce l'Ukraine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est non seulement violé, mais, comment dirais-je... violée très très violemment, c'est-à-dire violente, quand même 15 000 morts, bon voilà, à partir de 2014. En fait, moi je vais vous dire, ce qu'a fait le gouvernement Poroshenko à partir de 2014, donc celui qui est issu du coup d'État de Maïdan, bon maintenant c'est clair, tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Opération américaine, parfaitement menée avec Nuland et compagnie, c'est exactement
ils ont exactement fait la même chose que ce qu'avait fait Franjo Tudjman, le président de la Croatie, en édictant une nouvelle constitution en décembre 1990. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une provocation pure. C'est une manière de dire, allez, venez me chercher. Voilà. Franjo Tudjman, en décembre 1990, a édicté une nouvelle constitution, ravalant au rang de minorité de 12e zone les, j'ai peur de dire une bêtise, 16 à 18% de Serbes qui composaient la Croatie de l'époque. Donc, plus de droits à parler les Serbes citoyens de 10e zone. Voilà, vous n'avez plus le droit d'exercer certains métiers, vous n'avez plus le droit de faire ci, vous n'avez plus le droit de faire ça. Bon. Poroshenko a fait exactement la même chose. Les premières lois ont été pour supprimer la langue russe, supprimer supprimer l'entrée, supprimer le vote les à certains scrutins. Allez vous faire voir. Voilà. Non, mais c'est une manière de dire... Vous n'êtes rien. Et il y a des discours qui se trouvent encore aujourd'hui sur YouTube où il explique qu'ils vont tous aller vivre dans des caves et que ça se passera très bien comme ça parce qu'en fait, ce sont des rats. Voilà, les russophones. D'ailleurs, il y a un discours de Poroshenko donc, là-dessus. Si vous voulez, l'invocation de la rupture du droit international, de la violation du droit international par la Russie, oui, d'une certaine manière. Oui, il ne faut pas non mais plus. Ça n'est pas... n'est pas l'ensemble ça n'est pas l'ensemble de ce qui s'est passé. Comme d'habitude, on trie. Alors, justement, de ce point de vue-là, comment il se fait... Alors, j'en arrive enfin, on n'avait pas la question de l'Europe. Comment il se fait que l'Europe, au lieu de réfléchir à ça, en tout cas l'idée européenne, de se dire, d'accord, il y a un problème avec, effectivement, Poutine qui a pris ce parti, mais il y a eu aussi le Donbass, mais il y a eu aussi le coup d'État de Maïdan de 2014, dont nous, je ne sais pas, on essaye de se dire, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et nous ne sommes pas à la place de ces leaders européens, mais enfin, on aurait pu jouer un rôle de médiateur, en tout cas un rôle, même géographiquement, nous sommes entre l'Amérique et la Russie, nous aurions pu quand même jouer un rôle de médiateur en disant, bon, écoutez, et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous le savez mieux que moi, mais je rappelle aux téléspectateurs de Tocsin, c'est qu'il y a eu quand même, vous le savez, en mars-avril 2022 à Ankara, une négociation qui devait se passer et les Russes étaient d'accord et les Ukrainiens à l'époque étaient d'accord. Le Donbass ne devait même pas être pris par la Russie et on rappelle que monsieur Boris Johnson, à l'époque Premier ministre de l'Angleterre, est arrivé et a dit à Zelensky « Surtout, vous ne signez rien, nous allons vous donner l'argent et les armes, vous allez vous battre. » C'était en 2022, il y a exactement, ou un peu moins de 3 ans. Et voilà ce qui s'est passé ensuite. Alors, pourquoi, voilà, Caroline Galacteros, pourquoi les Européens se sont dit non, on va s'engouffrer, et puis je ne parle pas de l'embargo, du SWIFT, de tout le reste, enfin des avoirs russes, etc. Mais péché d'orgueil. Nous avons voulu pousser la Russie à la faute, elle a fait la faute, parce que depuis 2015, depuis la mise en place de ce gouvernement fantoche de Poroshenko, que se passe-t-il ? En fait, les forces ukrainiennes sont entraînées par l'OTAN. Oui. Elles ne sont pas toutes seules laissées comme ça. Déjà à l'époque. Mais bien sûr. Depuis 2015, nous entraînons, nous formons, nous équipons, nous finançons. Bon, il y avait déjà des bases de l'OTAN, des petites bases, des petites emprises sur le territoire ukrainien. Et Poutine avait prévenu, je sais où elles sont, et elles ont été tapées d'ailleurs dès le début. Bien sûr. Bon. Donc, tout ça n'est pas ce qu'on en dit. C'est-à-dire qu'il y a eu une montée à la guerre, une montée de la pression, jusqu'à 3 jours avant, puisque à la fameuse conférence de la sécurité de Munich de 2022, 3 jours avant, Zelensky a dit « Oh bah peut-être qu'en fait, je pourrais redevenir, l'Ukraine pourrait de nouveau accueillir des armes nucléaires. Si c'est pas agiter le chiffon rouge, ça c'est quoi en fait ?» Voilà. Et 3 jours avant ça, ouais. Voilà. Donc, tout a été fait pour qu'il se passe ce qui se passe. Et si Poutine, probablement, parce que moi je me suis posé la question, pourquoi il l'a fait, pourquoi il n'a pas attendu, pourquoi... Je pense qu'il croyait que ça allait se régler très rapidement. Oui. Et Zelensky, au début, qui a eu chaud aux fesses, je pense, les premiers jours, même si l'opération destinée à l'attraper a été un échec. Bien sûr. Parce qu'il y a eu aussi des erreurs russes, etc. Le dispositif russe était petit, le dispositif russe était destiné à changer le pouvoir, faire une opération, faire un nouveau coup d'État, voilà, mais du coup pro-russe. Bon. Et ils ont raté. Ils ont raté, ils ont commencé des pourparlers immédiatement,
Et à ce moment-là, on est venu dire simplement à Zelensky, tu n'es pas là, on te rappelle qui t'a fait roi, Ouais. tu es là pour faire la guerre, mon grand. Oui, T'es pas là pour faire la paix. mais comment il se fait Et on va que t'aider. Alors ça, c'était les Anglo-Américains, effectivement, Obama, et Biden qui était, je rappelle, vice-président d'Obama à l'époque, faut le rappeler, et Boris Johnson et compagnie. Et comment il se fait, là, c'était pas encore Macron, il n'était pas... Mais vous parlez de quoi? De 2014 ou de... Je parle de 2022 où Macron était déjà président. Effectivement, non, je pensais à 2017, effectivement, au 2014, pardon, de Maïdan, avec ce qui s'était passé. Et c'est vrai que Macron n'était pas encore président en 2014, il faut quand même le rappeler. Oui. Mais qu'est-ce qui fait Enfin, il y avait Hollande, c'était pas mieux. Oui, il y avait Hollande. Comment Il n'était pas mieux, Hollande? Ah non, enfin, c'est du même ordre, c'est de la mémo, tout ça. Bonnet blanc, blanc bonnet, non, comme mais disait enfin, c'est Jacques l'homme qui, Duclos. quand même, voilà, enfin, ils l'ont avoué, quoi. Oui. Que Minsk était formidable. une farce, que... Nous avons fait Minsk, qu'on n'en avait rien on a à faire, toutes les mais c'est preuves, pour permettre, tout est là. il a dit, on avait publié ça, je me rappelle diffuser ça, pour permettre à l'armée ukrainienne de se d'avoir le réarmer temps. comme il fallait. Mais alors, comment il se fait qu'en Europe, à part Orban, un peu Fico en Slovaquie, mais enfin, comment ça se fait que toute l'Europe a plongé comme un seul homme, ou presque? D'ailleurs, même l'Angleterre du Brexit, ils ont plongé comme un seul homme en disant oui, c'est pas possible, et tout le monde est là, vraiment mobilisé comme un seul homme, comme ces salauds de Russes qui veulent nous envahir, et il faut effectivement... Et tout ce qu'il y a eu économiquement, rappelez-vous, nous allons mettre à genoux l'économie russe, disait notre glorieux ministre Mais parce qu'on est bouffi, on est rongé par notre haine de la Russie. Vous croyez que c'est ça? Ah ben, les Anglais, c'est clair. Bon, Oui, c'est mais une vieille Français, lutte. mais les Français... Mais nous, on ne comprend pas une haine rien. de la Russie, Nous, nous. on a renoncé à notre État, on a renoncé à notre patrie, on a renoncé à notre souveraineté. On trouve formidable d'expliquer que le bon format pour tout, c'est l'Europe. On est prêt presque à donner notre siège de membre permanent au Conseil de sécurité à l'Europe. Ben voyons, pourquoi pas. Et puis bientôt aussi notre parapluie nucléaire pendant qu'on y est. Enfin, je veux dire, nous, on est dans un délire total d'auto-effacement. On trouve ça formidable. Il n'y a pas de culture française. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de France. Il n'y a pas d'histoire de France, il n'y a rien. Bon, voilà. Donc, nous, on est dans un processus d'autodestruction méthodique, si vous voulez. Donc, nous, on était la puissance. Si on avait une diplomatie digne de ce nom, une ligne de politique étrangère sérieuse. Une puissance nucléaire, elle existe. On avait les atouts pour dire nous sommes contre cette guerre, elle doit s'arrêter au plus tôt. Nous refusons de prendre part à ça, nous proposons des pourparlers, etc., etc. Être le point d'appui en Europe dès le début pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Au lieu de ça, on a pris le train, voilà, le train dont le contrôleur est à Washington, bien sûr, qui siffle le départ de la rame, le départ des wagons, etc., qui explique ce que chacun doit faire. Et comme toujours, vous savez, c'est comme les sanctions. Tous les 6 mois, il y a des délégations américaines qui arrivent, qui viennent dans chaque pays, qui disent alors attention, on reconduit les sanctions. C'est toujours comme ça que ça se passe. Jean-Noël Barrot, notre ministre actuel des Affaires étrangères, se prépare à la 7e, non, 17e. Non, 17e sanction. 17e train de sanctions, mais oui. Ça marche mieux que les doses d'injection de vaccins, c'est bien. On est à la non, 17e. Mais si vous voulez, là, c'est encore pire, parce que là, on est complètement à contre-emploi et à contre-temps de tout ce qu'est en train de faire Donald Trump. Donc là, on se demande, on ne sait plus. Là, ça devient complètement abscon. Donc, à votre avis, je sais qu'on un peu termine là-dessus, Caroline Galacteros, non pas pour être optimiste ou pessimiste, à votre avis, comment on peut se dégager, et je parle pour l'Europe en général, mais la France en particulier, évidemment, de cette espèce de, et on l'a dit depuis le début, ça a commencé avec les généraux de plateau, mais on voit, et ça continue ici, comment se débarrasser de cette espèce de langueur que les médecins de Molière appelaient, je ne sais pas, une espèce de torpeur qui peut-être nous est fatale quand même. Ah ben, je pense qu'on est mal barré. On est sur une pente fatidique et qu'il faudrait avoir vraiment une capacité. En fait, il faut avoir un truc qu'on n'a pas. C'est l'humilité.
l'humilité. Parce que vous voyez, je pense que ce qu'ont enduré les émissaires américains à Riyad, ça n'a pas dû être très agréable. Non, enfin, c'est quand même l'Amérique. Hein. Ils non, se sont mais, pas fait... moi, ce que j'en sais, c'est que le ton était le ton clair. était assez... Non, mais c'est-à-dire, il y a un gagnant et un perdant, quoi. Bon, voilà. Donc, il y a un moment où tout le monde a intérêt à reprendre le dialogue. Tout le monde va y retrouver ses petits à la fin. Clair. Mais là, il y a quand même... C'est un point d'arrêt. C'est-à-dire, il faut arrêter parce qu'en fait, nous perdons. Voilà. Et plus on continue, plus on perd, plus on s'en fait, plus... Bon. D'ailleurs, ils l'ont dit, Trump et les autres. Hein, nous, on arrête les frais, exactement. Ça suffit. Quoi. Donc, on devrait être capable... Mais l'Europe n'a pas arrêté les frais. Mais non, mais parce qu'elle est tellement pétrie d'idéologie, elle ne veut tellement pas voir le réel, elle déteste tellement le tournant souverainiste et nationaliste pris par la politique américaine. Elle comprend qu'elle est lâchée en rase campagne parce qu'effectivement, là... en fait, elle est considérée par Trump pour ce qu'elle a été, c'est-à-dire un proxy, un vassal. Voilà, un moyen de faire quelque chose. Il y avait le proxy direct, c'était l'Ukraine, contre la Russie. Puis le proxy de deuxième rideau, c'est nous. Voilà. Donc, les bons entremetteurs, etc. Mais dites-moi alors, ça veut dire que pour vous, est-ce que ça sonne, pas encore, la défaite des globalistes? Je passe à la Soros ou à la Schwab ou à la Bill Gates, enfin, on pourrait citer un nom, mais est-ce que c'est la défaite ou est-ce que quand même ils ont encore des ressources et que ça va encore durer assez longtemps, à votre avis? Bien sûr qu'ils ont encore des ressources, ils ne sont pas tous morts, hein. Loin de là. Mais il est clair que là, on entre quand même dans une phase où l'ordre international va se reconfigurer, où l'Empire américain a compris qu'il ne pouvait plus faire la loi tout seul. C'est même J.D. Vance qui l'a dit. L'unipolarité est terminée. C'est intéressant parce que c'est quand même extraordinaire d'entendre un vice-président américain dire ça. De la conférence de Munich oui. avant l'invasion de l'Ukraine et la conférence de Munich là il y a quelques jours où J.D. Vance a dit arrêtez les frais, les gars, c'est fini. Là, ça a changé de style et de genre. Tout à fait. Donc c'est fini. Et les États-Unis vont bien sûr, ils n'ont pas abandonné leurs superbes ni leurs ambitions, etc. Non, mais ils vont devoir s'insérer dans un jeu parce que sinon, la masse critique des autres devient trop lourde. Oui, ça veut dire, Caroline Galacteros, je crois qu'on pourrait finir là-dessus et être d'accord. Au fond, ce n'est plus l'éruption d'un empire, mais l'arrivée des empires. Oui. Des empires, des hommes forts, de figures qui assument, mais pas juste en disant j'assume. Non, en assumant très concrètement des politiques qui sont en fait ce qu'on ne sait plus faire en Europe, c'est-à-dire des politiques au service des peuples. Alors, peut-être sur un mode plus ou moins contraignant, autoritaire pour certains, etc. Bien sûr, selon les formes de régime, selon les pratiques, selon les cultures, selon tout. Il y a quand même des régimes autoritaires, et on le sait. Et la Russie est une démocratie souveraine, etc. Elle le dit elle-même. Mais ça ne la dérange pas, et ça n'a pas l'air de déranger quand même tant de Russes que cela. Hein. Je sais pas, la durée de vie de Poutine, moi je veux bien, mais voilà. Et puis il y a les démocratures aussi, ça existe. Il faut savoir, quand on voit ce qui se passe en Argentine avec Milei, au Salvador avec Nayib Bukele, c'est vraiment intéressant à suivre. Donc c'est là qu'on doit revenir aux fondamentaux de ce que doit être une bonne politique étrangère pour un pays comme le nôtre, c'est-à-dire les régimes, c'est pas le sujet en fait. Il faut arrêter d'aller faire la leçon. Il faut traiter avec les États tels qu'ils sont, en fonction de nos intérêts bien compris, c'est-à-dire essentiellement se désaligner au maximum pour retrouver une position sinon centrale, du moins utile à plusieurs. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver de l'influence. C'est pas en allant se coller d'un côté ou de l'autre, pas plus d'ailleurs du côté de la Russie, de la Chine que des États-Unis. Mais c'est exister en tant que tel. Soi. Et on a eu certains précédents, en tout cas, il y a quelques décennies en France, où des gens pratiquaient cela. N'est-ce pas? Il ne serait pas malséant que nous le retrouvions. Oui, tout à fait. Merci Caroline Galacteros. Merci pour André. cet éclaircissement.